L'éclairage de nuit est pratique pour la sécurité, pour se promener dans les environs. Par contre, je trouve qu'il y a un peu de pollution parce qu'il y a trop d'éclairage. Dans un même coin de rue, entre deux intersections, il peut y avoir 4 lampadaires, alors que selon moi, deux, ce serait suffisant. L'éclairage de nuit sur les autoroutes, ben ça sert à bien voir. Surtout moi, en vieillissant, je trouve que ma vue la nuit abaisse. Mais je te dirais, en ville, c'est une question de sécurité, je pense, quand tu te promènes dans les rues le soir, mais en même temps, c'est peut-être un faux sentiment de sécurité. Parce que, est-ce que ça nous protège vraiment? Puis en campagne, ben mettons en banlieue comme ici, je trouve que, personnellement, moi je trouve qu'il y en a trop parce que la plupart des gens laissent une lumière allumée la nuit. Fait Et que pour moi, je trouve qu'il y en a trop dans les banlieues. Chaque nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur, nos vies sont affectées par la lumière artificielle. Bonsoir, je suis Mihai Pecingina et avec l'aide de mes collègues d'IDEA Québec et de nos vidéos de confinement, nous allons démystifier pour vous la pollution lumineuse. Dans ces deux premières interventions, plusieurs opinions ont été avancées sur l'éclairage, le besoin d'éclairer et la façon d'utiliser l'éclairage. Pour bien comprendre ce qui se passe, faisons lumière. ça sert à voir, évidemment. Si je fais ça, hop, on me voit plus. La lumière est une énergie électromagnétique rayonnant dans une longueur d'onde détectable par l'œil humain, entre environ 380 et 760 nanomètres, quand elle donc devient visible pour l'homme sous forme de lumière. Le Soleil est la source la plus complète de lumière car il émet vers nous, avec générosité, de l'énergie dans toutes ces longueurs d'onde qui sont interprétées par notre œil comme étant des couleurs. En commençant à 380 nanomètres, on perçoit le violet qui passe vers le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. La lumière permet aux gens de travailler, de jouer, de dérouler tous les aspects de leur existence diurne. L'univers est rempli de lumière même dans l'obscurité. Par une nuit sans lune, la Terre est illuminée par la lumière d'environ 100 000 millions d'étoiles de notre galaxie. Pourtant, toutes les tâches ne peuvent pas être effectuées au clair des étoiles ou même au clair de lune. Les humains recherchent la lumière pour étendre l'activité au-delà de la lumière naturelle. Le feu a été utilisé longtemps pour ce but, à part les autres applications connues, chauffage et préparation de la nourriture. Il y a 100 ans environ, avec l'arrivée de l'ampoule électrique, tout avait changé. L'humain a bien conçu, au fil des dernières décennies, différents types de sources de lumière pour tenter d'imiter le Soleil, sans toutefois réussir, et ce, jusqu'à aujourd'hui, à atteindre le degré de perfection de la nature. Les sources de lumière artificielle émettent plus d'énergie dans diverses parties du spectre visible selon la technologie utilisée. Ainsi, dans nos maisons, nous rencontrons encore généralement les sources à incandescence qui sont, c'est bien connu, de grandes consommatrices d'énergie et les lampes fluorescentes compactes. Au bureau, c'est davantage les tubes de type fluorescent qui sont encore la norme. Dans les applications d'éclairage routier, ce sont des sources aux vapeurs de sodium, tandis que dans les grands aires sportives, ce sont plutôt les iodures métalliques que l'on retrouve. Depuis quelques années, c'est une petite composante électronique qui est apparue sur le marché qui a littéralement entrepris de pousser au rencard l'ensemble de ces sources considérées plus classiques. Il s'agit des diodes électroluminescence communément appelées DEL. Après avoir percé avec succès dans l'éclairage intérieur, les DEL sont en train de conquérir tout aussi bien l'éclairage extérieur. De petites dimensions, donc faciles à contrôler sur le plan photométrique et très efficaces du point de vue énergétique, elles génèrent toutefois des impacts inattendus, inconnus ou encore ignorés. Ce qui nous amène à parler plus en détail du concept de la pollution lumineuse. C'est quoi pollution lumineuse? C'est ça.
Pollution lumineuse? Pas pollution lumineuse. Par l'expression pollution lumineuse, on désigne toute modification de l'environnement nocturne naturel et toute nuisance causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage extérieur. Par exemple, dans ce schéma, nous pouvons voir des façons de produire la pollution lumineuse et ses effets. Un projecteur éclairant un monument d'en bas envoie la lumière vers une chambre à coucher ainsi que dans un bureau, créant des réflexions dans les écrans. La personne dans la chambre à coucher a mal à s'endormir. L'autre veut regarder un film et doit se pencher pour pouvoir voir complètement ce qui se passe à l'écran. Plein de lumière s'en va vers le ciel, directement ou par réflexion dans le monument. Cette lumière produit un voilement de ciel et empêche certaines réactions chimiques qui, dans la noirceur, seraient capables de nettoyer une quantité des autres polluants atmosphériques. Revenant au sol, la lumière du projecteur s'en va dans les yeux des usagers de la route, produisant de l'éblouissement et de la confusion dans l'analyse des signaux, lumineux ou pas, de circulation. La petite Dell, qui est rentrée de façon décisive dans nos vies dans les dernières 15 ans, amène une nouvelle dimension dans l'analyse des effets nuisibles, la couleur de la lumière émise. En regardant la distribution de l'énergie émise par les différentes sources de lumière utilisées à l'extérieur, on remarque facilement une émission plus importante dans le bleu pour les DEL blancs. Les scientifiques ont associé cette émission avec une fonctionnalité très importante de l'œil humain, le cycle circadien ou le rythme chronobiologique. L'œil est notre récepteur visuel et ses connexions avec le cerveau définissent la forme et la couleur du sujet regardé, mais en même temps donnent des informations sur le moment de la journée. Le cerveau envoie les signaux plus loin et diverses hormones sont produites selon les besoins de l'organisme. La nuit, c'est la mélatonine qui est produite et avec l'aide de Wikipédia, on apprend que la mélatonine, souvent dénommée hormone du sommeil, est surtout connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques. Cette neurohormone est sécrétée en réponse à l'absence de lumière. Elle semble avoir de multiples fonctions autres qu'hormonales, en particulier comme antioxydant, et semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire. Les scientifiques ont donc découvert que la lumière bleue détermine l'arrêt de la production de la mélatonine. D'ici l'importance de la couleur dans la lumière émise. Le contenu de bleu a un impact sur le sommeil et sur la production de la mélatonine, ce qui peut avoir des impacts sur la santé. Si on pense seulement au manque de sommeil, on peut comprendre l'inquiétude des scientifiques. En résumé, l'éclairage naturel et la nuit sont des composantes indispensables de la vie. L'éclairage extérieur est le témoin et la garantie d'un style de vie 24/7 amenant avec soi des impacts négatifs dans nos vies qu'on réunit génériquement sous le nom de pollution lumineuse. Principalement, ces effets indésirables sont l'éblouissement, la lumière intrusive, le voilement du ciel étoilé, la perturbation des cycles biologiques. Un moment de réflexion. Moi, la pollution lumineuse, je voulais tout simplement dire qu'il y a tellement de lumière qu'on peut pas observer les étoiles. C'est dans le seul cas que j'en ai entendu parler. Mais en y pensant, je me dis que peut-être que ça affecte nos vies dans un sens que, vu qu'on a contrôlé la lumière naturelle, on peut avoir une société qui fonctionne 24 heures sur 24. Est-ce que c'est un peu une pollution dans le sens que ça crée de l'accélération sociale, qu'on est tout le temps en progrès, tout le temps en croissance, on doit fonctionner 24 heures sur 24. Peut-être que c'est un peu poussé, mais ça serait une idée intéressante à explorer. Et maintenant, on va introduire un autre effet indésirable. La lumière envoyée vers le ciel ne sert pas à nous éclairer. C'est un gaspillage d'énergie et d'argent. Chaque année au Québec, on dépense environ 50 millions de dollars pour éclairer le ciel et faire disparaître les étoiles.
La lumière dirigée à l'horizontale non plus ne sert pas à éclairer les surfaces. Au contraire, en nous aveuglant et en créant de l'éblouissement, elle nuit aux besoins de sécurité et rend notre environnement nocturne moins agréable à l'œil. En mieux éclairer la nuit, c'est gagnant pour tout le monde. Après l'estimation de la RICEM, voici des valeurs au niveau mondial émises par l'International Dark Sky Association en 2010. Malgré l'âge avancé des valeurs, 10 ans déjà, les pourcentages, tels que la valeur de 8% pour la consommation d'énergie de l'éclairage extérieur, sont restés raisonnablement constantes. Bien que l'utilisation accrue de la technologie DEL ait le potentiel de modifier considérablement les chiffres actuels, à ce stade, aucune donnée généralisée sur l'utilisation de cet éclairage n'a été collectée. Il faut admettre que la technologie d'éclairage à elle seule ne réduira pas la pollution lumineuse. C'était le temps d'intervenir pour limiter tous les inconvénients. Si l'apparition de l'IDEA et par après de sa section québécoise IDEA Québec, ainsi que la création de la première réserve internationale de ciel étoilé au Mont Mégantic ont eu des impacts importants, de point de vue pratique, l'élaboration et la publication de la norme BNQ 4930-100 a été un excellent coup dans les dernières années. Il est extrêmement complexe, voire impossible, d'établir un modèle de corrélation entre les différentes caractéristiques de l'éclairage et ses effets nuisibles ou désirables. L'exercice est d'autant plus complexe quand le but est de concilier deux besoins qui s'opposent, celui d'éclairer, pour étendre l'activité humaine au-delà du jour, et celui de préserver l'intégrité nocturne, nécessaire entre autres au maintien des écosystèmes. Dans la norme 4930-100, le comité de normalisation a donc établi de façon qualitative l'incidence des caractéristiques sur les effets nuisibles de l'éclairage, d'une part, et sur les besoins d'éclairage à satisfaire, d'autre part. Les solutions pour éliminer la pollution lumineuse sont simples. Il s'agit de respecter les 4 principes de l'éclairage intelligent. 1. Ne pas éclairer trop fort pour rien. 2. Éviter l'éblouissement en orientant la lumière vers le sol. 3. Limiter la lumière bleutée et privilégier une lumière ambrée. Et 4. Éclairer seulement quand et où c'est nécessaire. En mieux éclairer la nuit, c'est gagnant pour tout le monde. Les 4 caractéristiques d'éclairage retenues en raison de l'importance de leur incidence sur les effets nuisibles de l'éclairage, mais également sur les besoins d'éclairage, sont, comme vous l'avez entendu dans la capsule de la Réserve internationale du ciel étoilé du Mont Mégantic, la quantité de lumière émise, la période d'éclairage, l'orientation de la lumière émise, la composition spectrale de la lumière émise, c'est-à-dire la couleur de la lumière émise. Les effets nuisibles ou incommodants qui ont été pris en compte sont l'éblouissement, la lumière intrusive, le voilement du ciel étoilé et la perturbation des cycles biologiques. L'éclairage de nuit, ça sert en tant que cycliste ou en tant que coureur ou marcheur d'être visible des automobiles tant que sur la chaussée que sur le trottoir. Les besoins d'éclairage qui ont été pris en compte sont les suivants. La sécurité, tout à fait primordiale, les activités de loisirs et économiques et la mise en valeur du patrimoine. Le comité de normalisation a tenté d'établir un juste équilibre entre les meilleures pratiques qui sont reconnues en matière de réduction de pollution lumineuse et l'applicabilité de la norme. Ces meilleures pratiques visent à limiter au minimum nécessaire, d'une part, les zones utiles devant être éclairées, les niveaux d'éclairement, les périodes d'éclairage et les longueurs d'onde courtes ou davantage bleues. Pour faciliter l'application du concept, on a introduit la notion zen. Non, pas celle-ci, mais la notion de zone d'éclairage nocturne. Inspiré par les zones d'éclairage introduites par la MLO, Model Lighting Ordinance, un document émis conjointement par l'IES, l'autorité de l'éclairage, et l'International Dark Sky Association, l'autorité de la protection de l'environnement nocturne, les ZEN sont définis par le niveau d'éclairement ambiant ciblé et le type d'utilisation du territoire.
Zen 0, avec un niveau ambiant d'éclairage faible faisant référence aux zones de conservation ainsi qu'aux zones de protection de l'intégrité du ciel étoilé et de l'environnement. Zen 1, une zone avec un niveau d'éclairement moyen, comme dans les zones résidentielles et rurales, incluant l'éclairage routier dans les zones industrielles. Zen 2, éclairage ambiant plus élevé, comme dans les zones commerciales et institutionnelles ou dans les zones mixtes, résidentielles et commerciales. Et la zone Zen 3, qui fait référence à un niveau d'éclairement très élevé, spécifique aux villes avec plus de 100 000 habitants, typique pour les zones métropolitaines, commerciales et institutionnelles, qui à son tour est divisée en 4 sous-catégories. Dans la zone Zen 3, les villes du Québec répondant aux critères sont Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et Terrebonne. Dû à la complexité de telles surfaces, la zone 3 est à son tour divisée en fonction de l'utilisation du sol. 3 zones étant quasi identiques aux zones Zen 0 à Zen 2, et plus précisément, le groupe A, protection accrue, inclut les berges, les grands parcs, les zones à usage forestier ou agricole, les parcs nationaux, les observatoires astronomiques et zones similaires. Le groupe B, de protection type résidentiel, inclut les zones à usage résidentiel ou rural et les zones similaires. Le groupe C, de protection type mixte, inclut les zones à usage mixte résidentiel et commercial, quartiers d'affaires, on parle de bureaux et petites industries, grands établissements et zones similaires. On a ajouté une quatrième, le groupe D, protection type commercial. Ça inclut les zones à usage commercial, les centres-villes, les grandes entreprises de transport, les infrastructures publiques, les zones industrielles autres que celles prévues dans le groupe C et zones similaires. À l'aide de 2 tableaux, un pour les zones de Zen 0 à Zen 2, un autre pour la zone Zen 3 subdivisée bien sûr en ABCD, les 4 critères sont définis par des valeurs claires, autant pour le stade de conception du projet que pour la vérification après la réalisation pratique d'un projet d'éclairage. Le minimum nécessaire a été établi en tenant compte des normes applicables et des meilleures pratiques qui définissent les besoins d'éclairage en fonction du type d'environnement ainsi que du type et du niveau d'activité, les documents officiels de l'Illuminating Engineering Society. La disponibilité des technologies d'éclairage à court et à moyen terme a également été prise en compte. La norme 4930-100 est disponible sur le site du Bureau de normalisation du Québec. Il est de notre intention de préparer un webinaire présentant de manière détaillée l'application de cette norme. Pour nous appuyer dans cette démarche, n'hésitez pas à manifester votre intérêt en nous écrivant au info@ideaquebec.org. Le ciel étoilé, c'est le plus grand spectacle du monde. Et la pollution lumineuse est en train de le faire disparaître. Dans le ciel des villes, c'est au moins 95% des étoiles qui sont disparues. Même le ciel des campagnes peut en lire vue d'œil. Notre fenêtre sur l'univers se ferme. Il faut arrêter d'éclairer le ciel inutilement. En mieux éclairer la nuit, c'est gagnant pour tout le monde. J'ai laissé pour la fin la partie peut-être la plus mystérieuse et romantique de la pollution lumineuse. Le ciel étoilé. Si la science des étoiles ne vous intéresse pas, regardez simplement la beauté grandiose d'un ciel nocturne loin des grandes villes. Ça vaut la peine. Merci. À la prochaine.
fonctions autres qu'hormonales, en particulier comme antioxydant, et semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire. Comment t'arrêtes ça? Tu peux lancer la truc. Les humains recherchent la lumière pour entendre, pour étendre. Si la science des étoiles ne vous intéresse pas, regardez simplement la beauté grandiose d'un ciel nocturne, loin des grandes villes. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. Comment t'arrêtes ça?